Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un livre et son auteur, évidemment, la négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu. Voilà, c'est de la négociation douce. Ce livre est sorti chez Mardaga et son auteur est avec nous, Yves Alifa. Bonjour. Bonjour. Je suis très très heureux de vous accueillir. C'est un livre, probablement à votre image d'ailleurs, d'une très grande érudition, parce qu'on s'attend à un livre sur la négo, on a des négociateurs du RAID, du GIGN qui donnent des trucs. Vous appuyez sur Balzac et Flaubert, Madame Bovary, c'est tout à fait incroyable. Mais d'abord, j'avais une question à vous poser, parce que on est aujourd'hui dans une situation de tension, pour ne pas dire de guerre, avec les Russes, l'Ukraine, et on se souvient de cette négociation et de cette table de 3 mètres entre le président français et Vladimir Poutine. Et forcément, avec votre regard, vous avez une analyse, une perception. Vous le rangez dans quelle catégorie, Vladimir Poutine, si on devait le ranger dans la catégorie des négociateurs? Et d'ailleurs, est-il un négociateur? Certains évoquent l'idée qu'il n'en soit pas un, d'ailleurs. Comment vous le regardez, cet homme, dans sa manière d'appréhender la négociation? Alors, dans la vie quotidienne, puisque je fais référence au titre, il y a 3 moments où les gens se rencontrent. Le moment des rapports de force, le moment du droit, très connu des familles qui se dissolvent dans des divorces, et les moments des rapports de force. Alors, rapports de force, droit et négociation. Et négociation. Que vous distinguez du rapport de force. Ça, c'est intéressant. Séparément. Quand on négocie, c'est qu'on pense satisfaire ses intérêts. Par exemple, pour Poutine, préserver la puissance de la Fédération de Russie dans son histoire longue. Par la négociation, ça n'a jamais été, de mon point de vue, sa préoccupation. Donc ce n'est pas un négociateur. Ce n'est pas un négociateur. Vous le rangez dans la catégorie 1 du rapport de force. Exactement. D'accord. Exactement. Avec la notion du droit qui est secondaire par rapport au rapport de force. Si on fait un parallèle rapide avec les rapports entre industriels et de biens de grande consommation et la grande distribution, puisque je fais un rapport peut-être osé entre ce qui se passe en ce moment dans les négociations actuelles. On est dedans, hein. Voilà, exactement. On en parle peu, mais c'est là, hein. Exactement. Dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi Egalim, nous avons aussi ce triptyque, le droit, les intérêts et les rapports de force. Ça, c'est évidemment un pensum et un outil très utile, j'allais dire, pour les sous-traitants de la grande distrib qui régulièrement et chaque année se font visser de 10%, 2% et ne savent pas se positionner. Ça, c'est passionnant. Donc Poutine n'est pas un négociateur, pour fermer la parenthèse, parce qu'on est dans un climat, faut-il le dire, quand même très particulier. C'est un tacticien prédateur. Alors ça, vous utilisez le mot prédateur. Voilà. Et vous l'utilisez d'ailleurs pour incarner, puisque rentrons dans votre livre, cette scène amoureuse dans Madame Bovary, où vous évoquez celui qui va la séduire avec différentes tactiques, et vous dites il est dans une attitude de prédateur. Prédateur, c'est quoi? Parce que prédateur, dans la nature, c'est le lion ou c'est le guépard qui va manger l'antilope. Voilà. Alors, il y a une différence entre, effectivement, la négociation à gain mutuel et la négociation classique. Quelle est la différence? Dans la négociation classique, qu'est-ce qui se passe? Je vais rencontrer et négocier avec vous pour satisfaire mes intérêts sans tenir compte des vôtres. On est d'accord. Et je vais utiliser ce qu'on appelle l'art de la tactique pour mieux vous rouler. Donc c'est de la manipulation. Mieux vous contourner, mieux vous manipuler. Voilà. Vous n'êtes pas là-dessus. Vous dites il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Alors, dans la négociation, il y a une autre boîte à outils qu'on appelle la tactique respectueuse de l'autre. Il y a toute une boîte à outils de tacticiens responsables. Alors, avant de rentrer un tout petit peu dans le détail du début du livre, parce que j'ai commencé à faire votre questionnaire en page 11, suis-je un fin négociateur, et je vais le finir, je me suis laissé dire quand même que, évidemment, vous n'aviez pas passé toute votre vie à observer la négociation ou à la faire, et que vous aviez eu d'autres aventures d'économiste, et que vous avez dirigé, je crois, une école de commerce. Et ce livre, j'allais dire, parce que vous avez écrit plusieurs autres ouvrages, mais celui-ci est le fruit d'une prise de tâche. Enfin, ils vous ont séquestré, les étudiants? Alors, dans ma vie, donc, comme vous le disiez, j'ai été économiste, donc fier, sûr de moi, ayant des certitudes absolues, arrogant donc et méprisant. Quand je suis devenu directeur... Ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Quand je suis devenu directeur d'école de commerce, là, j'étais en position d'autorité sur mon équipe pédagogique, avec mes étudiants, et bien évidemment, je ne négociais pas.
Je ne dirais pas que j'étais un petit Poutine, mais je vais vous livrer un secret que vous ne diffuserez pas. Mais évidemment, on va le couper. C'est que bien après, mes étudiants m'ont annoncé quel était mon surnom. Vous savez, nous avons tous un surnom. C'est vrai. Tous les managers ont un surnom. Bien sûr. Qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. On m'appelait Pol Pot. Alors, Pol C'est le Pot, cran au-dessus de Poutine, j'allais dire. c'est peut-être le cran au-dessus de Poutine, c'est ça. puisque... voilà. C'est un sanguinaire, enfin, Pol Pot. Exactement, exactement. Donc, Terrible. je me suis interrogé là-dessus. Comment ai-je pu être traité de Pol Pot? Donc, effectivement, je connaissais beaucoup de choses, et j'avais beaucoup de certitudes. Et j'ai appris, grâce à mes séquestrations que j'ai vécues, que la responsabilité était mienne et qu'il fallait que je m'interroge sur mon rapport aux autres et la qualité de la relation que je pouvais développer avec les autres. Donc ce livre qui est à la fois très érudit, se bâtissant sur des extraits de la littérature traditionnelle et classique Balzac, Flaubert, puis des éléments extrêmement pratiques, très concrets, sur des situations de vie, un interlocuteur qui ne répond pas, ou un interlocuteur qui veut prendre le dessus sur vous. Il y a quand même un élément important, c'est à quel moment on sait qu'on est dans la bonne négociation, parce qu'on ne sait jamais en face à qui on a affaire, ce qui est d'ailleurs toute l'angoisse de la négociation. Comment on sait? Comment on sait qu'on est entré dans une négociation saine et vertueuse? D'abord, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut savoir ce qu'on veut. Et ensuite... L'objectif, donc. Il faut avoir un objectif. Ses intérêts, ses lignes rouges. Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Qu'est-ce que je veux obtenir? C'est plus que l'objectif. L'objectif étant une solution, là, je parle des intérêts. Quel est mon problème à résoudre? Et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Qu'est-ce que je ne veux pas accepter? Ça, c'est la première étape, la préparation. Ensuite, quand je rentre dans la négociation, il va bien falloir que je cadre la négociation et que je dise à l'autre, voilà, aujourd'hui, pourquoi je suis là et à quelles conditions je voudrais m'entendre avec vous. Et c'est là, qu'arrive, je termine juste, allez-y. Et c'est là qu'arrive un moment très important de la préparation que j'ai omis, c'est l'analyse du rapport de force préalable. Donc il faut anticiper. Je le teste, donc il faut anticiper, et je teste dès le départ si l'autre est dans un état d'esprit de conciliation ou dans un état d'esprit de rapport de force. C'est ça, s'il est rangé tout de suite dans la case Poutine, Pol Pot, ou si c'est quelqu'un qui est ouvert, dit-on, à la négociation. À la fin du livre, je l'évoque, mais je laisse les lecteurs le découvrir, il y a le test au départ, puis à la fin, il y a les éléments pratiques, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui ne vous répond pas, qui est une tactique d'ailleurs assez traditionnelle dans la négo, puisqu'on garde le silence et donc on déstabilise l'interlocuteur. Mais là, à la page 36, il parlait de Balzac. Et il relève entre autres des types dominants de sa société, les catégories suivantes: les corrupteurs, les corrompus, les cormorans et les loups cerviers. Et j'ai le sentiment que vous vous réappropriez ces catégories. C'est quoi ces différentes catégories? Alors, ce qui est extraordinaire chez Balzac et dans toute la littérature française pratiquement, voire internationale, c'est que les types de tacticiens prédateurs auxquels fait référence Balzac existent toujours aujourd'hui. Oui. Et quand on se trouve face à ces tacticiens prédateurs, ces loups cerviers dont parle Balzac, la première étape, c'est de les reconnaître. Or, quand je vous vois, je vois votre visage, déjà, je pense que vous n'en êtes pas un. Bon. Maintenant, j'ai un peu peur, quand même. Maintenant, je n'en suis absolument pas certain. Donc, je vais vérifier avec quelques petites questions. Et vous verrez un peu plus loin dans le bouquin que si on peut résumer mon bouquin en une seule phrase, c'est que l'art de poser des questions. Donc ça, c'est Socrate. Il faut trouver la bonne question pour voir comment l'autre va... Faire se découvrir l'autre, c'est l'art de poser des questions qui vont me faire vérifier si l'autre est un prédateur potentiel, un loup cervier, un cormoran, ou quelqu'un qui, légitimement, vient défendre ses intérêts en cherchant une solution partagée. Yves Alissa, j'invite tous ceux qui nous regardent à se jeter sur votre livre, parce que ce n'est pas qu'un livre technique, c'est aussi un livre où je vous dis, on mêle la littérature, si vous aimez la littérature. Vous ne m'avez pas répondu avant de nous quitter. Ils vous ont libéré à un moment donné, les étudiants qui vous avaient séquestrés ou pas? Vous avez négocié ou pas? Les 3 séquestrations que j'ai vécues... 3? L'une avec mes étudiants, l'autre avec mon équipe pédagogique et la 3e avec les parents des étudiants. La plus difficile, c'était les parents des étudiants qui ne pouvaient pas accepter, qui ne pouvaient pas accepter que leurs enfants que j'avais virés de l'école étaient mauvais. Et on retrouve ici la grande difficulté qu'on a de négocier avec quelqu'un qui se sent humilié. Exact. Et je crois que Poutine vit le même sentiment qu'Hitler vivait dans les années 30, un sentiment d'humiliation. Je partage le sentiment de l'humiliation des Russes qui ont envie,
permanence d'être dans une position d'offensive et de Donc, revanche. ne jamais humilier quelqu'un en négociation. C'est ce que dit Woody Allen, hein, quand on croise un cadre qui descend l'escalier, il faut toujours penser à lui dire bonjour, parce qu'un jour il remonte l'escalier et nous-mêmes on le descend, donc il faut toujours faire attention évidemment à ça. C'est un très beau livre qui est un peu le fruit finalement de votre parcours, de votre vie et de votre remise en question profonde de ce que vous avez pu être à des instants de votre vie. Yves Alifa, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. La négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu, donc sans humiliation. Ça, c'est un sujet. Édition Mardaga. Voilà pour le livre de Smart Job cette semaine. On fait une courte pause et on va s'intéresser à l'actualité avec nos experts. Elle est riche. Au-delà de l'actualité ukrainienne, évidemment, vous l'aurez compris, le contrat engagement jeune, la question du plein emploi. Est-ce qu'on est entré en plein emploi? C'est une vraie question. Et puis, on s'intéressera aussi aux jobs d'étudiants qui peuvent peut-être disparaître, en tout cas si on l'entend à travers la voix de nos candidats à l'élection présidentielle. Voilà le programme. On fait une pause et on retrouve nos experts juste après.